Imagine un instant que quelqu'un pense à toi en ce moment même. Pas parce que tu es là, pas parce que tu viens de lui écrire, pas parce qu'il a une raison pratique de le faire. Simplement parce que tu existes dans son esprit et que ton absence, loin de t'effacer, t'a rendue encore plus présente. Est-ce que tu as déjà ressenti cela, cette étrange certitude que quelqu'un, quelque part, a une pensée pour toi sans que tu l'aies sollicité? Et est-ce que tu t'es déjà demandé ce que cela signifie vraiment, non pas pour lui, mais pour toi, pour ce que tu représentes, pour ce que tu as éveillé chez cet autre? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble quelque chose de profondément humain, quelque chose que la psychologie commence à mieux comprendre, mais que le cœur, lui, a toujours su d'une certaine façon. Nous allons parler de ce phénomène particulier. Pourquoi certaines personnes continuent de penser à nous même quand nous ne sommes pas là. Et surtout ce que cela révèle, non seulement de la relation, mais de nous-mêmes, de qui nous sommes, de ce que nous portons, de ce que nous donnons aux autres sans même le savoir. Je sais que ce secret peut toucher des cordes très sensibles. Peut-être que tu écoutes ceci en pensant à quelqu'un de précis. Peut-être que tu te demandes si tu occupes une place dans l'esprit de quelqu'un qui compte pour toi. Ou peut-être que tu es simplement curieux, curieux de comprendre les mécanismes invisibles qui relient les êtres humains les uns aux autres, même à distance, même dans le silence. Quelle que soit ta raison d'être là, je t'accueille avec beaucoup de chaleur parce que ces questions-là méritent d'être posées. Et les méritent d'être explorées avec douceur, avec honnêteté, avec cette bienveillance que nous devons à nous-mêmes. Dans ma pratique de psychiatre et de psychothérapeute, j'ai rencontré des centaines de personnes qui se posaient des questions similaires. Des femmes et des hommes qui voulaient comprendre pourquoi quelqu'un revenait vers eux après des semaines de silence. Pourquoi certaines personnes laissent une empreinte durable dans l'esprit des autres alors que d'autres passent comme un souffle sans laisser de traces. Ce n'est pas une question de chance, ni des beautés physiques, ni même de charme au sens superficiel du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que nous allons démêler ensemble patiemment pendant cette heure que nous allons partager. Je voudrais commencer par te poser une question simple, une question à laquelle tu n'as pas besoin de répondre à voix haute, juste à laisser résonner en toi. Quand tu penses à quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé, qu'est-ce qui revient en premier? Est-ce son visage, ses mots, une sensation particulière que tu avais en sa présence? Je pense que la réponse à cette question nous dit déjà beaucoup sur ce que nous cherchons dans les autres et donc sur ce que nous sommes capables d'offrir. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans les premières années de ma carrière, j'ai eu un patient, un homme d'une cinquantaine d'années que j'appellerai Marc. Marc était venu me consulter pour une dépression légère, une de ces dépressions grises qui s'installent doucement sans qu'on s'en rende compte. Mais très vite, nos conversations ont glissé vers autre chose. Vers une femme qu'il avait connue 20 ans plus tôt et à laquelle il pensait encore régulièrement, pas avec obsession, pas avec souffrance, avec une sorte de tendresse mélancolique. Il me disait, je ne comprends pas pourquoi elle revient, nous n'avons pas eu une histoire extraordinaire, nous n'avons passé que quelques mois ensemble. Et pourtant, elle est là quelque part dans ma mémoire comme une lumière douce que je retrouve de temps en temps. Ce que Marc vivait, c'est quelque chose que la psychologie appelle la résonance émotionnelle. Et c'est notre premier grand thème d'aujourd'hui. La résonance émotionnelle, c'est la capacité qu'a une personne à créer un écho durable dans l'âme d'un autre. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie de séduction, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un manuel. C'est une qualité profonde, souvent inconsciente, qui a à voir avec notre façon d'être présent, d'écouter, de toucher les zones les plus vraies de l'autre. Quand quelqu'un pense à toi en ton absence, c'est souvent parce que tu as touché quelque chose en lui que peu de gens touchent. Tu as peut-être dit une phrase qui a résonné au bon moment. Tu as peut-être écouté d'une façon qui l'a fait se sentir vraiment vu. Tu as peut-être partagé un moment de vulnérabilité authentique qui a créé un pont invisible entre vos deux intériorités. Ces moments-là, même brefs, même fugaces, laissent des traces. Et ces traces, elles continuent de vivre dans l'esprit de l'autre longtemps après que tu es parti. Ce qui est fascinant et un peu troublant aussi, c'est que nous ne savons souvent pas que nous avons cet effet sur les autres. Nous vivons nos journées, nous disons nos mots, nous offrons notre présence et nous n'imaginons pas toujours l'empreinte que nous laissons. Comme si nous lancions des graines dans un jardin sans savoir lesquelles vont germer et où. Alors qu'est-ce que cela révèle de toi si quelqu'un pense à toi en ton absence? En premier lieu, cela révèle que tu as une présence intérieure forte. Pas forcément une présence physique imposante, pas nécessairement une personnalité extravertie ou bruyante. Non. Une présence intérieure, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la qualité de ton attention, la profondeur de ton écoute, l'authenticité de tes émotions.
Les personnes qui ont une présence intérieure forte sont celles qui, quand elles sont avec toi, te font sentir que tu existes vraiment, que tu comptes, que ce que tu dis a de la valeur. Dans notre monde actuel où tout va vite, où les conversations sont souvent superficielles, où les écrans nous distraient en permanence, cette qualité d'attention est devenue rare. Et ce qui est rare devient précieux. Quand tu rencontres quelqu'un qui te regarde vraiment, qui t'écoute vraiment, qui est vraiment là avec toi, quelque chose se passe, une sorte de reconnaissance mutuelle. Et cette reconnaissance, elle reste, elle s'inscrit dans la mémoire émotionnelle de l'autre. Je voudrais maintenant parler d'un concept que je trouve particulièrement beau et qui s'appelle la théorie de l'attachement. Tu en as peut-être entendu parler. Elle a été développée par le psychologue britannique John Bowlby et elle nous dit en substance que les êtres humains sont câblés pour l'attachement. Nous avons un besoin fondamental de créer des liens, de nous sentir reliés aux autres, de savoir que quelqu'un pense à nous et que nous comptons pour lui. Ce besoin ne disparaît pas à l'âge adulte. Il prend des formes différentes, il se complexifie, il se nuance, mais il reste là, au cœur de notre vie psychique. Et c'est pour cela que la question de savoir si quelqu'un pense à nous en notre absence n'est pas une question anodine. Elle touche à quelque chose d'essentiel, notre besoin d'exister dans le regard et la pensée de l'autre. Mais voilà ce que j'aimerais que tu comprennes, et c'est peut-être le point le plus important de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Le fait que quelqu'un pense à toi en ton absence ne dépend pas uniquement de lui. Cela dépend aussi, et peut-être surtout, de qui tu es et de la façon dont tu te présentes au monde, de ta capacité à te montrer authentique, de ta façon d'habiter tes propres émotions, de la profondeur avec laquelle tu te connectes aux autres. En d'autres termes, les personnes qui restent dans la mémoire des autres ne sont pas des personnes parfaites. Ce ne sont pas des personnes qui ont tout bon, qui ne font jamais d'erreur, qui sont toujours élégantes et sûres d'elles. Ce sont des personnes qui ont le courage d'être vraies, et cette vérité-là, elle attire, elle retient, elle reste. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre et à comprendre tes relations, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on continue ce chemin ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin à l'intérieur de toi-même. Continuons maintenant notre exploration. Je voudrais aborder un deuxième aspect essentiel de notre souhait qui est lié à ce que les psychologues appellent la mémoire émotionnelle. Tu sais, notre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Il ne stocke pas les informations de façon neutre, froide, objective. Il stocke les expériences et les colorants d'émotions. Et plus une expérience est chargée émotionnellement, plus elle est susceptible d'être appelée, revisitée, rejouée dans l'esprit. C'est pour cela que certaines personnes restent gravées en nous alors que d'autres s'effacent rapidement. Ce n'est pas une question de durée, ce n'est pas une question de fréquence des interactions. C'est une question d'intensité émotionnelle. Une seule conversation peut marquer davantage que des années de fréquentation si cette conversation a touché quelque chose de profond, de vrai, de vivant en nous. Je pense à une jeune femme que j'appellerai Sophie. Sophie était venue me consulter pour travailler sur sa confiance en elle. Elle avait du mal à croire qu'elle pouvait avoir de l'importance pour les autres. Elle se disait souvent invisible, transparente, facilement oubliable. Un jour, elle m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit qu'une ancienne collègue l'avait contactée des années après qu'elle s'était perdue de vue, juste pour lui dire qu'elle pensait souvent à elle, qu'une phrase que Sophie avait dite un jour au bureau avait changé sa façon de voir les choses. Sophie était stupéfaite, elle ne se souvenait même plus de cette phrase, et pourtant elle avait planté une graine dans l'autre qui avait continué de grandir en silence. Cette histoire m'a rappelé quelque chose de fondamental, nous sous-estimons constamment notre impact sur les autres. Nous pensons que nos mots passent inaperçus, que nos gestes sont oubliés, que notre présence ne compte pas vraiment, et c'est souvent faux, souvent profondément faux. Alors pourquoi avons-nous cette tendance à nous sous-estimer? C'est une question complexe qui touche à notre histoire personnelle, à nos blessures d'enfance, à nos croyances limitantes. Mais il y a une explication particulièrement intéressante que la psychologie nous offre et c'est ce qu'on appelle le biais de l'angle mort social. Ce biais nous fait croire que nous sommes moins visibles pour les autres que nous ne le pensons, que nos émotions, nos qualités, notre impact sont moins perceptibles de l'extérieur qu'ils ne le sont de l'intérieur. En réalité, les études montrent que les autres nous perçoivent souvent avec beaucoup plus d'acuité que nous l'imaginons. Nos émotions transparaissent, notre authenticité se sent, notre présence se ressent. Et c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Parce que cela signifie que si tu es quelqu'un de sincère, de chaleureux, de présent, si tu as le courage d'être toi-même dans tes interactions, alors tu laisses une empreinte, même sans le savoir. Même sans chercher à le faire, maintenant je voudrais qu'on entre dans quelque chose d'un peu plus délicat.
Parce que si nous parlons de pourquoi quelqu'un pense à toi en ton absence, nous devons aussi parler de la nature de ses pensées. Toutes les pensées ne se valent pas. Il y a des pensées légères, des pensées profondes, des pensées nostalgiques, des pensées désirantes, des pensées admiratives. Et chacune de ces formes de pensée révèle quelque chose de différent sur la relation et sur ce que tu représentes pour l'autre. Commençons par les pensées nostalgiques. Quand quelqu'un pense à toi avec nostalgie, c'est souvent parce que tu incarnes pour lui une période de sa vie, un état d'être, une légèreté ou une intensité qu'il associe à toi. Tu n'es pas seulement une personne dans son souvenir, tu es aussi un symbole, un repère temporel, une ancre émotionnelle. Ces pensées nostalgiques sont souvent très douces, un peu mélancoliques, et elles disent quelque chose de beau, que les moments partagés avec toi ont eu de la valeur, assez de valeur pour être gardés précieusement dans la mémoire. Puis il y a les pensées admiratives. Quelqu'un pense à toi parce qu'il a été impressionné par quelque chose que tu as dit, fait ou incarné. Ta façon de gérer une situation difficile, ta créativité, ton courage, ton humour. Ces pensées-là sont souvent très positives pour l'autre parce qu'elles lui donnent un modèle, une inspiration, quelque chose vers quoi tendre. Et elles révèlent de toi que tu as des qualités qui dépassent ta propre conscience de toi-même. Il y a aussi les pensées désirantes, celles qui sont liées à l'attraction, au manque, à l'envie de retrouver l'autre. Ces pensées-là sont souvent les plus intenses, les plus insistantes. Elles surgissent à des moments inattendus, une chanson qui joue, une odeur, un lieu qui rappelle un souvenir partagé. Et elles révèlent que tu as créé chez l'autre un attachement, une forme de besoin, une aspiration à ta présence. Mais il y a une quatrième catégorie de pensées que je trouve particulièrement significative et qu'on évoque moins souvent. Ce sont les pensées de gratitude. Quand quelqu'un pense à toi avec gratitude, c'est parce que tu lui as donné quelque chose de précieux, pas nécessairement un cadeau matériel. Plutôt une compréhension, un soutien, une parole juste au bon moment, une présence dans un moment difficile. Ces pensées-là sont peut-être les plus profondes parce qu'elles signifient que tu as contribué à la vie de l'autre d'une façon qui compte vraiment. Et voilà ce que tout cela révèle de toi de façon globale. Tu es quelqu'un qui a la capacité de toucher les autres en profondeur. Que ce soit par ta présence, par ton écoute, par ton authenticité, par ta façon d'être dans le monde. Et cette capacité-là, elle est précieuse, elle est rare et elle mérite d'être reconnue et cultivée. Si ce que j'explique résonne avec toi, n'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode. C'est une façon simple d'aider d'autres personnes à se comprendre un peu mieux et à comprendre leur relation avec plus de profondeur et de bienveillance. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose que j'observe souvent dans ma pratique clinique et dans mes échanges avec les gens. C'est la question de la présence authentique et de ce qu'elle fait aux autres. Nous vivons dans une époque où tout le monde cherche à se montrer sous son meilleur jour. Les réseaux sociaux nous encouragent à présenter une version filtrée, idéalisée, parfaite de nous-mêmes, et paradoxalement, cette perfection affichée crée de la distance. Elle crée un mur transparent entre nous et les autres, parce que personne ne peut vraiment se connecter à une image, on ne peut se connecter qu'à une personne vraie. La présence authentique, c'est le contraire de la performance. C'est la capacité à être là, vraiment là, avec ses doutes, ses peurs, ses joies, ses maladresses, sans chercher à contrôler l'impression qu'on donne. Et cette authenticité, elle est magnétique, elle attire, elle retient, elle reste dans la mémoire des autres. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec une femme remarquable. Elle avait traversé des épreuves difficiles et elle avait cette façon de parler de ses vulnérabilités avec une grande liberté, sans honte, sans excuse, mais aussi sans dramatisation. Elle disait simplement les choses telles qu'elles étaient. Et je me suis rendu compte que pendant toute la durée de notre conversation, j'étais complètement absorbé par ce qu'elle disait. Pas parce que son histoire était extraordinaire, mais parce qu'elle était vraie, profondément vraie. Et cette vérité créait une connexion immédiate, directe, sans filtre. Des semaines plus tard, je pensais encore à certaines de ces phrases, pas parce que je l'avais décidé, simplement parce qu'elles avaient trouvé un endroit, un moi où se loger. C'est cela, la présence authentique. Elle trouve des endroits dans l'autre où se loger, et une fois qu'elle est là, elle reste. Alors comment cultiver cette présence authentique? Je voudrais te donner quelques pistes, non pas comme une liste de choses à faire, mais comme des invitations à réfléchir. La première invitation, c'est de t'autoriser à ressentir ce que tu ressens sans te juger. Beaucoup d'entre nous passons une grande partie de notre énergie à contrôler nos émotions, à les cacher, à les minimiser. Nous avons peur d'être perçus comme trop sensibles, trop intenses, trop vulnérables. Mais cette peur nous coûte quelque chose d'essentiel, notre authenticité. Quand tu t'autorises à ressentir ce que tu ressens et à le montrer avec justesse, tu crées un espace de vérité dans lequel l'autre peut aussi être vrai. Et c'est dans cet espace que les connexions profondes se créent.
La deuxième invitation, c'est d'écouter vraiment. Pas pour répondre, pas pour conseiller, pas pour attendre ton tour de parler, mais pour comprendre, pour entrer dans l'univers de l'autre avec curiosité et respect. Cette qualité d'écoute est l'une des choses les plus précieuses que tu puisses offrir à quelqu'un et elle laisse une empreinte durable. La troisième invitation, c'est de dire ce qui est vrai pour toi avec douceur et courage, pas pour blesser, pas pour impressionner, mais pour contribuer à la conversation avec quelque chose de réel. Les personnes qui disent des choses vraies, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, sont des personnes qui restent dans la mémoire des autres, parce qu'elles ont eu le courage d'être là vraiment. Et la quatrième invitation, peut-être la plus importante, c'est de te traiter toi-même avec la même bienveillance que tu offres aux autres. Parce que si tu t'es maltraité intérieurement, si tu te rouges constamment, si tu te dis que tu n'es pas assez, cette croyance transparaît. Elle colore ta façon d'être avec les autres. Et elle t'empêche d'habiter pleinement ta propre présence. Prends un moment, si tu veux bien, juste un moment de pause intérieure. Demande-toi, est-ce que je m'autorise à être vraiment moi-même dans mes relations ? Est-ce que je me montre tel que je suis avec mes forces et mes fragilités, ou est-ce que je joue un rôle, un personnage que j'ai construit pour me protéger ou pour plaire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une invitation à regarder honnêtement. Continuons notre chemin ensemble. Je voudrais maintenant parler d'un aspect de notre sujet qui est souvent mal compris et qui pourtant est fondamental. C'est la question de l'énergie émotionnelle que nous dégageons. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes, quand elles entrent dans une pièce, changent l'atmosphère, pas parce qu'elles sont bruyantes ou imposantes, mais parce qu'elles dégagent quelque chose, une chaleur, une sérénité, une vitalité, ou parfois une tristesse profonde qui touche tout le monde sans qu'on sache exactement pourquoi. Cette énergie émotionnelle est réelle. Elle est mesurable dans un certain sens par les effets qu'elle produit sur les autres. Les neurosciences ont montré que nos émotions sont contagieuses. Nous avons dans notre cerveau des neurones miroirs qui nous permettent de ressentir de façon atténuée ce que l'autre ressent. Quand tu es avec quelqu'un qui est calme et ancré, tu te sens toi-même plus calme. Quand tu es avec quelqu'un qui est anxieux, tu peux ressentir cette anxiété se diffuser en toi. C'est un phénomène involontaire, automatique, qui se produit à un niveau très profond. Et cela a une implication directe sur notre souhait. Si tu dégages une énergie positive, stable, chaleureuse, cette énergie laisse une trace dans le système nerveux de l'autre. Pas de façon consciente, pas de façon calculée, simplement parce que le cerveau de l'autre a enregistré avec cette personne « je me suis senti bien ». Et cette association, cette mémoire corporelle et émotionnelle fait que l'autre pense à toi. Parce que penser à toi, c'est retrouver un peu de cet état de bien-être. C'est pour cela que les personnes qui ont une grande capacité de régulation émotionnelle, c'est-à-dire qui savent gérer leurs propres émotions sans les projeter sur les autres, sans les laisser déborder de façon destructive, sont souvent des personnes auxquelles les autres pensent avec plaisir. Parce qu'être avec elles est ressourçant, parce qu'elles créent un espace sûr, un espace où l'on peut respirer. Et cette capacité de régulation émotionnelle, bonne nouvelle, elle se cultive. Elle se développe avec la pratique, avec la conscience de soi, avec le travail intérieur. Ce n'est pas une qualité innée réservée à quelques chanceux. C'est quelque chose que nous pouvons tous développer progressivement, patiemment. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre tes relations et toi-même, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de soutenir ce travail et de continuer à recevoir des réflexions qui peuvent t'accompagner dans ta vie quotidienne. Voilà, nous sommes maintenant au cœur de notre exploration. Et je voudrais aborder quelque chose qui me semble être au centre de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est la question de l'identité profonde et de ce qu'elle rayonne vers l'extérieur. Quand quelqu'un pense à toi en ton absence, il pense souvent à une version de toi qui est plus essentielle que la version que tu montres au quotidien. Il pense à quelque chose qu'il a perçu en toi, quelque chose qu'il a touché, quelque chose qui lui a semblé vrai et précieux. Et cette chose, c'est souvent un aspect de ton identité profonde, de qui tu es vraiment au-delà des rôles que tu joues, au-delà des masques que tu portes. Nous portons tous des masques. C'est inévitable et c'est même nécessaire. Nous avons un masque au travail, un masque en société, un masque avec certains membres de notre famille. Ces masques nous protègent. Ils nous permettent de naviguer dans des contextes différents avec des codes différents. Mais il y a des moments rares et précieux où le masque tombe. Ou quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus essentiel s'émontre et ce sont ces moments-là qui restent dans la mémoire des autres. Peut-être que tu as partagé une peur avec quelqu'un, une vraie peur, pas une peur performée. Peut-être que tu as ri d'une façon vraiment libre, sans te soucier de comment tu avais l'air. Peut-être que tu as dit quelque chose de profondément sincère, même si c'était risqué. Ces moments de vérité noués sont des moments de connexion intense et ils laissent des traces profondes.
Le philosophe Martin Buber parlait de la relation je-tu par opposition à la relation je-cela. Dans la relation je-cela, l'autre est un objet, un moyen, une fonction. Dans la relation je-tu, l'autre est une présence, un souquet, un être entier que je rencontre vraiment. Et Buber disait que ces moments de vraie rencontre, ces moments je-tu, sont les moments les plus précieux de l'existence humaine parce qu'ils nous font sentir vraiment vivants. Quand tu crées ces moments je-tu avec quelqu'un, quand tu le rencontres vraiment, quand tu te laisses rencontrer vraiment, tu laisses une empreinte que rien ne peut effacer. Parce que tu as touché quelque chose d'essentiel en toi. Voilà ce que révèle de toi le fait que quelqu'un pense à toi en ton absence. Cela révèle que tu es capable de vraies rencontres, que tu as en toi quelque chose d'assez profond et d'assez vrai pour toucher les autres au-delà de la surface. Et c'est une qualité extraordinaire, même si tu ne la vois peut-être pas encore clairement. Je voudrais maintenant explorer une dimension un peu différente, mais tout aussi importante. C'est la question de ce que nous appelons en psychologie le sentiment de sécurité intérieure et de son impact sur nos relations. Les personnes qui passent souvent à nous, en notre absence, sont souvent des personnes pour qui nous représentons une forme de sécurité émotionnelle. Pas une dépendance, pas une béquille, mais une présence rassurante, stable, fiable, quelqu'un auprès de qui elles se sentent comprisées, acceptées, libres d'être elles-mêmes. Cette forme de sécurité émotionnelle est liée à ce que les psychologues appellent la base sécurisante. C'est un concept qui vient de la théorie de l'attachement dont je parlais tout à l'heure. La base sécurisante, c'est cette personne ou ces personnes auprès de qui nous nous sentons en sécurité pour explorer le monde, pour prendre des risques, pour être vulnérables. Et quand quelqu'un représente une base sécurisante pour un autre, il reste dans sa pensée, parce que la pensée de cet autre est elle-même rassurante, elle apaise, elle stabilise. Est-ce que tu peux être une base sécurisante pour quelqu'un? Oui, absolument. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour cela. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, de ne jamais faire d'erreur, d'être toujours disponible. Tu as juste besoin d'être fiable, cohérent, présent quand tu es là et honnête quand tu ne peux pas l'être. Tu as besoin de montrer à l'autre que tu le vois, que tu l'acceptes, que tu ne vas pas disparaître au premier signe des difficultés. Et voilà quelque chose d'important que je voudrais souligner. Pour être une base sécurisante pour les autres, tu dois d'abord être une base sécurisante pour toi-même. Tu dois avoir développé une relation stable et bienveillante avec toi-même. Tu dois pouvoir t'accueillir dans tes moments de doute, te faire confiance dans tes moments d'incertitude, te traiter avec la même douceur que tu offrirais à un ami cher. Et c'est là que le développement personnel, au sens le plus profond du terme, prend tout son sens. Ce n'est pas une question de technique ou de stratégie, c'est une question de relation à soi-même. Plus tu développes une relation saine, bienveillante et stable avec toi-même, plus tu rayonnes quelque chose qui attire les autres et qui reste dans leur mémoire. Je voudrais maintenant parler d'un phénomène particulier que j'observe souvent et qui est lié à notre souché. C'est ce que j'appelle la présence dans l'absence. C'est cette capacité à rester présent dans la vie de l'autre même quand on n'est pas physiquement là. Et c'est l'une des formes d'amour les plus profondes et les plus durables. Nous connaissons tous des personnes qui ont eu une influence profonde sur notre vie et qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui. Un parent, un grand-parent, un ami, un professeur. Ces personnes continuent de nous habiter. Leur voix résonne en nous dans certaines situations, leur regard intérieur nous accompagne, leur façon d'être a laissé une trace dans notre façon d'être. C'est la présence dans l'absence, et c'est quelque chose que tu peux offrir aux autres, pas en cherchant à contrôler leur mémoire, pas en essayant de te rendre indispensable de façon artificielle, mais simplement en étant pleinement toi-même dans chaque interaction, en donnant le meilleur de toi-même dans chaque rencontre, en laissant quelque chose de vrai et de précieux dans chaque échange. Si ce contenu t'aide et t'inspire, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des questionnements sur ses relations, partage cet épisode avec lui. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin d'entendre aujourd'hui. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui me semble crucial et qui est souvent la pièce manquante dans notre compréhension de nous-mêmes et de nos relations. C'est la question de la cohérence intérieure et de ce qu'elle signifie dans nos interactions avec les autres. La cohérence intérieure, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est quand tes valeurs profondes guident tes actions. C'est quand tes mots correspondent à tes intentions. C'est quand ta façon d'être avec les autres reflète qui tu es vraiment à l'intérieur. Les personnes qui ont une grande cohérence intérieure sont des personnes qui inspirent confiance, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont prévisibles dans le bon sens du terme. On sait à quoi s'attendre avec elles, on sait que ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent vraiment, on sait que leurs actions reflètent leurs valeurs. Et cette fiabilité, cette intégrité, elle crée un sentiment de sécurité chez l'autre qui est très précieux. Et quand quelqu'un se sent en sécurité avec toi,
Quand il peut te faire confiance, quand il sait que tu es vrai, il pense à toi avec une sorte de tranquillité, une sorte de douceur. Parce que penser à toi, c'est retrouver quelque chose de stable dans un monde souvent incertain. Mais la cohérence intérieure, ce n'est pas seulement une question de fiabilité pour les autres, c'est aussi une question de paix intérieure pour toi. Quand tu vis en accord avec tes valeurs, quand tu agis de façon cohérente avec qui tu es vraiment, tu ressens une forme de calme profond, une forme de satisfaction qui n'a rien à voir avec la fierté ou l'ego. C'est simplement la satisfaction d'être en paix avec toi-même. Et cette paix, elle se ressent, elle se diffuse, elle touche les autres. Alors je voudrais te poser une question. Est-ce que tu vis en accord avec tes valeurs profondes? Est-ce que tu agis de façon cohérente avec qui tu es vraiment? Ou est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu te sens en contradiction avec toi-même, où tu fais des choses qui ne te correspondent pas vraiment, où tu dis des choses que tu ne pensais pas vraiment? Ces zones de discordance intérieure sont souvent des sources de souffrance silencieuses et elles créent une sorte de brouillage dans notre façon d'être avec les autres. Comme si quelque chose en nous était décalé, légèrement faux, légèrement en dehors de notre propre vérité. Le chemin vers la cohérence intérieure est un chemin de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes, c'est un processus continu, une invitation permanente à se demander « Est-ce que ce que je fais correspond à qui je suis ?» Est-ce que mes choix reflètent mes valeurs? Est-ce que ma façon d'être avec les autres est vraiment la mienne? Ou est-ce que je joue un rôle que j'ai appris pour plaire ou pour me protéger? Ces questions sont parfois inconfortables, mais elles sont essentielles. Parce que c'est en les posant et en y répondant honnêtement que nous commençons à construire cette cohérence intérieure qui nous rend si présents dans la vie des autres. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que nous n'évoquons pas assez souvent et qui est pourtant au cœur de notre capacité à rester dans la mémoire des autres. C'est notre rapport à la joie. Pas la joie superficielle, pas la joie performée, pas le sourire plaqué qu'on affiche pour faire bonne impression. Mais la joie authentique, la joie qui vient de l'intérieur, la joie qui surgit quand on est vraiment en contact avec ce qui nous vivifie. Les personnes qui ont accès à une joie authentique sont des personnes magnétiques. Pas parce qu'elles sont toujours joyeuses, pas parce qu'elles n'ont pas de peine ou de difficultés. Mais parce que quand elles sont en contact avec ce qui les fait vivre, quand elles parlent de ce qui les passionne, quand elles font ce qui les nourrit, quelque chose s'illumine en elles. Et cet éclat, il touche les autres, il réveille quelque chose en eux, il leur rappelle que la vie peut être belle, que les choses qui comptent vraiment valent la peine d'être poursuivies. J'ai rencontré dans ma vie professionnelle des gens extraordinaires dans ce sens, des gens qui n'avaient rien d'exceptionnel en apparence, mais qui avaient cette capacité à s'illuminer quand ils parlaient de ce qu'ils aimaient. Un jardinier qui me décrivait avec une précision et une passion incroyable la façon dont une plante se développait. Une institutrice qui parlait de ses élèves avec une tendresse et un émerveillement qui me touchait profondément. Un vieil homme qui m'a raconté ses voyages avec une vivacité qui faisait oublier son âge. Ces personnes-là, je les ai gardées dans ma mémoire, pas parce qu'elles avaient cherché à me marquer, mais parce qu'elles étaient tellement vivantes dans ce qu'elles partageaient que leur vivacité avait déteint sur moi. Et toi, qu'est-ce qui t'illumine? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Qu'est-ce qui, quand tu en parles, te fait briller d'une façon que tu ne contrôles pas? Ces choses-là, ces passions, ces amours, ces sources de joie profonde, elles font partie de toi de la façon la plus essentielle. Et quand tu les partages, quand tu les laisses transparaître, tu offres aux autres quelque chose de précieux, un contact avec ce qui est vivant et vrai en toi. Nous approchons maintenant de la fin de notre exploration et je voudrais prendre le temps de rassembler les fils de tout ce que nous avons tissé ensemble. Parce que je pense que nous avons traversé quelque chose d'important. Et je voudrais que tu repars avec une vision claire de ce que tout cela signifie pour toi. Nous avons parlé de la résonance émotionnelle, cette capacité à toucher les zones les plus vraies de l'autre. Nous avons parlé de la mémoire émotionnelle et de la façon dont les expériences chargées émotionnellement restent gravées en nous. Nous avons parlé de la présence authentique et de la façon dont l'authenticité crée des connexions durables. Nous avons parlé de l'énergie émotionnelle et de la façon dont notre état intérieur se diffuse vers les autres. Nous avons parlé de l'identité profonde et de ces moments de vraies rencontres qui laissent des empreintes indélébiles. Nous avons parlé de la sécurité intérieure et de la façon dont elle nous permet d'être une base sécurisante pour les autres. Nous avons parlé de la cohérence intérieure et de la paix qu'elle apporte. Et nous avons parlé de la joie authentique et de sa puissance magnétique. Tout cela forme un tableau cohérent. Un tableau qui dit quelque chose de fondamental.
Les personnes qui restent dans la mémoire des autres ne sont pas des personnes qui ont cherché à y rester. Ce sont des personnes qui ont eu le courage d'être pleinement elles-mêmes, des personnes qui ont cultivé une relation profonde et bienveillante avec elles-mêmes, des personnes qui ont choisi l'authenticité plutôt que la performance, la vraie connexion, plutôt que la surface brillante. Et si quelqu'un pense à toi en ton absence, c'est parce que tu as quelque chose de tout cela. Peut-être pas tout, peut-être pas parfaitement, mais quelque chose. Une étincelle de présence authentique, une capacité à toucher les autres en profondeur, une façon d'être qui laisse une trace. Et voilà ce que je voudrais que tu emportes avec toi aujourd'hui. Pas une technique, pas une stratégie pour être plus mémorable, mais une invitation à te faire davantage confiance. À croire que tu as de la valeur, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. À te permettre d'être pleinement présent dans tes relations avec tes forces et tes fragilités. À cultiver cette cohérence intérieure qui te met en paix avec toi-même et qui rayonne vers les autres. Parce que la vérité, c'est que tu laisses déjà des empreintes. Tu touches déjà des gens que tu ne soupçonnes peut-être pas. Tu restes déjà dans des mémoires que tu ne connais peut-être pas. Et en travaillant sur toi-même et en approfondissant ta relation à toi-même, en cultivant ton authenticité et ta présence, tu amplifies simplement quelque chose qui est déjà là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec toi pour conclure. Elle est du poète-traîneur Maria Rilke et elle dit à peu près ceci: peut-être que toutes les relations que tu cherches à l'extérieur ne sont que des chemins qui te ramènent à toi-même. Je trouve cette idée profondément juste. Parce que notre capacité à nous connecter aux autres, à les toucher, à rester dans leur mémoire, elle est intimement liée à notre capacité à nous connecter à nous-mêmes, à nous toucher, à rester fidèles à notre propre vérité. Le chemin vers une présence plus profonde dans la vie des autres passe toujours par un chemin vers une présence plus profonde en soi-même. Et ce chemin-là, il n'a pas de fin. Il est toujours en train de s'ouvrir, toujours en train de nous offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles compréhensions, de nouveaux espaces de liberté intérieure. Je voudrais terminer par quelque chose de très simple. Prends un moment maintenant pour penser à quelqu'un qui reste dans ta mémoire, quelqu'un qui pense peut-être à toi en ce moment. Et demande-toi, qu'est-ce que cette personne a éveillé en moi? Qu'est-ce qu'elle m'a donné même sans le savoir? Et est-ce que je peux offrir quelque chose de similaire à ceux qui m'entourent? Ces questions n'ont pas besoin de réponses immédiates, elles peuvent simplement vivre en toi, mûrir en toi, te guider doucement vers une façon d'être plus présente, plus vraie, plus connectée. Je suis profondément touché que tu aies choisi de passer 7 heures avec moi. Ces explorations que nous faisons ensemble, elles ont de la valeur. Pas parce qu'elles donnent des réponses définitives, mais parce qu'elles posent les bonnes questions. Et les bonnes questions sont toujours le début de quelque chose de beau. Prends soin de toi. Prends soin de ta vie intérieure. Prends soin de tes relations et rappelle-toi que tu as plus de valeur et plus d'impact que tu ne le crois souvent. Tu laisses des traces, tu touches des gens. Tu restes dans des mémoires et c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite d'être célébré. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, si une idée t'a donné matière à réfléchir, je t'invite à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui se demande s'il compte pour les autres, peut-être quelqu'un qui traverse une période de doute sur lui-même. Peut-être simplement quelqu'un qui aime réfléchir à la nature humaine et à ce qui nous relie les uns aux autres. On se retrouve dans le prochain épisode avec la même curiosité, la même bienveillance et le même désir de comprendre un peu mieux ce que signifie être humain ensemble.